bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre émission politique, donc les politiques face au Covid-19, une émission politique pour que vous puissiez faire un petit tour des communes et surtout savoir au niveau de votre commune comment cela se passe. Vous pourrez aussi nous appeler au numéro de téléphone qui s'affichera sur l'écran de votre téléviseur d'ici quelques instants. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Sainte-Anne avec le maire Christian Baptiste. Bonsoir, Christian Baptiste, merci d'être là. Bonsoir à toute la Guadeloupe, bonsoir particulièrement aux Saint-Anais. Oui, donc Christian Baptiste, alors voilà une épidémie de Covid-19, une épidémie qui crée une certaine une souffrance, mais aussi qui crée une certaine peur, puisqu'on ne sait pas où on va avec ce virus, on ne sait pas quand est-ce qu'on parlera de déconfinement réellement. Enfin bref, beaucoup de questions qui se posent et nous ferons un petit tour avec vous ce soir. Donc, premier point, avez-vous une idée du nombre de cas de personnes positives dans votre commune? Non. Et on ne peut pas avoir une idée. Je pense que c'est quelque chose de trop sérieux pour se permettre d'avoir une idée, de parler à peu près. Simplement, c'est que nous avons, lors d'une CTAP, la conférence territoriale de l'action publique, notamment qui se tient régulièrement, pas plus tard que ce matin, où je représente le président Jean-Pierre Dupont pour la communauté d'agglomération Riviera-du-Levant. Et c'est bien cela que certains présidents, certains maires, notamment les maires, avec Guy Losbar aussi, entre autres, nous avons demandé à l'ARS de nous donner, d'informer les maires du nombre de cas sur le territoire, notamment du nombre de décès. Voilà. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas ces informations. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas les informations? Il faudrait demander à la présidente de l'ARS. Oui. Donc vous avez demandé, vous n'avez pas encore la réponse. Tout à fait. Donc il faudrait lui poser la question, justement. Donc, il faut que nous puissions, nous, lui poser la question. Vous êtes les élus. Normalement, vous devriez avoir toutes les informations, Christian Baptiste, pour avancer, on va dire, convenablement au niveau de cette situation. Avez-vous donc l'impression qu'il y a des rétentions d'informations? Avez-vous l'impression qu'on vous cache quelque chose? Et vous avez parfaitement raison que nous devons avoir toutes les informations. Qui doit donner les informations? En fait, c'est depuis le départ que le gouvernement... C'est depuis le départ que le président de la République tatillonne et n'anticipe pas. Normalement, la décision, par exemple, de ne pas organiser les élections devait être prise. Je rappelle depuis le départ, la ministre Buzyn, qui n'est plus ministre, a dit et a déclaré que la situation est grave depuis fin janvier, début février. Elle n'a pas été entendue. Et après, le Premier ministre, Édouard Philippe, a reconnu qu'elle avait alerté. Et son mari, c'est quand même Monsieur Lévy, qui est aussi un scientifique et qui est très au fait de la réalité. Donc ça veut dire que la ministre n'a pas été entendue. Et ça veut dire que le président de la République n'a pas pris ses responsabilités. Donc c'est depuis le départ, au plus haut sommet de l'État, il y a de l'amateurisme. Et donc quand vous me posez, nous sommes des soldats de la République. Nous les maires, nous sommes au contact de certaines réalités. Et bien évidemment, lorsque vous avez une pandémie qui est de la responsabilité de l'État de prendre les bonnes décisions, et voire même vous voyez que parfois, le plus souvent, ce sont les maires qui ont anticipé sur ces décisions. Je tiens à rappeler que ce sont les maires qui ont commencé à prendre des décisions d'arrêter le couvre-feu. Ce sont les maires, entre autres moi et d'autres maires en Guadeloupe, pour arrêter les baignades. Ce n'est qu'après que le gouvernement a suivi. Donc votre question, elle est tout à fait symptomatique du fait que justement, il y a des informations qu'on nous cache, ou en tout cas, il y a des informations sur lesquelles on n'anticipe pas, on ne prend pas des dispositions pour anticiper, pour nous permettre effectivement de prendre les bonnes décisions, ou pour permettre tout simplement au gouvernement de prendre les bonnes décisions. Donc, lorsque nous faisons une demande à l'ARS de nous donner ces informations, bien évidemment, ce matin nous étions en CTAP, eh bien, il a fallu que le président de Cap Excellence puisse bien préciser et puisse bien dire que ce sont des cas testés dans les hôpitaux concernant les cas de Covid-19. Mais il y en a sûrement d'autres.
il y a sûrement d'autres cas de Covid-19, mais comme nous sommes dans un pays aujourd'hui, dans un espace où on n'a pas voulu écouter un certain nombre de responsables sociaux ou politiques, qu'il faut faire un dépistage systématique, faire en sorte que nous puissions avoir qui est porteur sain ou pas, et ça n'a pas été suivi alors que ça se fait dans d'autres pays. Et bien voilà, donc ce sont des décisions qui doivent se prendre au plus haut sommet de l'État. Vous dites nous sommes des soldats de la République, des soldats sans armes alors apparemment. Et tout à fait, parce que on prend des décisions, mais ça c'est classique ça. Hein. Il y a des décisions qui sont prises ou des lois qui sont votées. Évidemment, on nous demande de faire avec des moyens que nous n'avons pas. Bon. Mais est-ce que vous êtes les pieds et les mains liés? Est-ce que vous n'avez pas un moyen pour justement vous faire entendre et agir? Vous êtes les élus, vous avez été mis. C'est la population qui vous a élus. Donc cette population s'attend à ce que vous soyez debout, que vous soyez face à certaines responsabilités. Alors c'est vrai que bon, au plus haut sommet, on vous cache des choses, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour vous faire entendre ou pour qu'on puisse vous donner ces informations? Il faut insister, il faut demander. Vous êtes les élus, la population vous a mis en place. Vous avez quitus de cette population. Je sais très bien que moi je suis un élu local très actif, très près de la population. Je pose une question très simple. Et dites-moi, à quel moment, nous les élus locaux, les maires, on aurait dû poser cette question? On a décidé, le président de la République a décidé que la rentrée, que les enfants reviennent à l'école le 11 mai. Comment cette décision a été prise? Est-ce que les maires, les élus ont été consultés, ont donné leur avis? Je ne parle pas simplement des maires, je peux parler aussi de toute la communauté scolaire. Est-ce que lorsqu'on vient, vous écoutez le président de la République, est-ce qu'il vous dit que voilà, je vais annoncer que l'école va reprendre le 11 mai et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que réellement que les élus que nous sommes, les élus de la République, ces soldats de la République, à quel moment justement il fallait poser la question? À quel moment? Je vous pose la question. Alors moi, je vais vous poser une autre question. Maintenant, le président. Non, mais de la sur République... ce sujet-là, non, oui, soyez clair. sur le même sujet. Non, attendez, non, il faut qu'on soit clair. Oui. Non, sur ce même sujet des écoles. Non, vous avez posé une question de méthode. Oui. De méthode. Vous dites que nous, les soldats de la République, on doit se faire entendre et quelque part, les décisions qui sont prises, elles doivent être prises avec nous. À quel moment on nous demande de prendre ces décisions avec nous? Et alors que même ici en Guadeloupe, le préfet, c'est ce que j'ai rencontré le préfet à Sainte-Anne. Il m'a informé qu'il venait, notamment sur un point de distribution d'eau. Je lui ai dit, monsieur le préfet, ce que nous déplorons, c'est que ce n'est pas à coup d'arrêté, de réquisition, ou encore, et d'autant plus que ce sont des dispositions législatives, et que nous découvrons dans ces arrêtés un certain nombre de dispositions et des formations dont je m'inscris en faux. Je lui ai dit, je m'inscris en faux, par exemple, sur un considérant d'une réquisition de la Croix-Rouge. Et à quel moment on a été consulté? Et jusqu'à présent, c'est ce que nous disons. Nous disons que nous devons être consultés. Et lorsque nous le disons, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je ne suis pas le président de la République. Je ne suis pas Premier ministre. Je ne suis pas préfet. Donc chacun a ses responsabilités. Alors si ceux qui ont ces responsabilités ne l'assument pas, je ne vois pas comment moi, maire que je suis, ou élu local que nous sommes, nous allons les assumer à leur place. Alors qu'ils aillent comprendre déjà d'assumer leurs responsabilités et surtout comprendre que lorsqu'on est dans une république, on a besoin de toutes les forces vives. On a besoin de tout le monde. Et que c'est ensemble, dans la concertation, dans la consultation, qu'on prend les bonnes décisions. Et pas de façon ipso facto ou comme des potentats et sans concertation. Voilà la réalité. Et si on ne comprend pas cette intelligence collective, l'intelligence de la collectivité, eh bien tout naturellement, forcément, vous arrivez au résultat que nous avons aujourd'hui avec des décisions qui sont prises de façon anticipée à la va-vite
et nous arrivons parfois souvent aux résultats que nous avons aujourd'hui, tout simplement. Alors justement, restons sur ce sujet d'ouverture des écoles, puisque vous savez un petit peu tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Les parents disent mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, puisqu'on nous dit que le 11 mai, il y aura l'ouverture des écoles. Et justement, ces personnes s'attendent à ce que les élus puissent réagir. Alors, restons à Sainte-Anne. Christian Baptiste, est-ce que vous dites ce soir qu'il n'y aura pas d'ouverture d'école à Sainte-Anne le 11 mai? Le problème ne se pose pas comme cela. Je peux avoir un avis. Comme beaucoup, le président que je dis, il est contre. Le président Jalto dit, il est contre. Bon, ça, on peut avoir des avis, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la façon dont le sujet est abordé le 11 mai. Avec qui cette décision a été prise? Est-ce que vous savez que l'ouverture de l'école, c'est pas simplement que les enfants aillent à l'école. Oui, ça j'entends bien. Oui. Sur quelle base scientifique on peut dire qu'il y aura une ouverture d'école et qu'il n'y a aucun risque de contamination? Est-ce que toutes les garanties sont déjà prises par le gouvernement parce qu'il a associé les maires? Et on entend à la radio, on entend à la télévision, en tout cas dans son intervention, que les maires sont associés pour l'ouverture. Aujourd'hui, le Premier ministre est intervenu, il a été incapable de donner les modalités pratiques. Il faudra encore attendre 15 jours. Quelles sont les garanties que nous avons? Alors je parle de toute la communauté scolaire, évidemment, le maire avec ses agents municipaux, l'éducation nationale même, c'est-à-dire les enseignants et tout ce qui tourne autour, les psychologues scolaires et autres. Quelle garantie qu'on donne à ce personnel? Quelle garantie qu'on donne aux parents d'élèves? Quelle garantie qu'on donne aux enfants qu'il y a une reprise de l'école sans aucun risque de contamination? Est-ce que c'est le maire qui viendra donner réponse à ces questions? Est-ce que le 11, et c'est ce que je souhaite, ce que je veux, que je propose à CTAP, avant que quelqu'un arrive dans une école ou dans une enceinte scolaire, lycée ou autre, au collège, est-ce qu'il y aura un dépistage total? Est-ce qu'il y aura au moins, sinon de dépistage, qu'il y aura au moins une prise de fièvre avec frontale, avec une prise de température frontale pour savoir si on est porteur du virus ou pas? Alors si tout cela n'est pas fait, est-ce que ça sera aux parents de se positionner en disant nos enfants n'iront pas à l'école? Non, mais vous avez déjà des parents qui vous le disent, que nos enfants n'iront pas à l'école parce que justement le gouvernement n'apporte pas de réponse à toutes les questions que je viens de poser. Et si le gouvernement, avant même d'annoncer une telle reprise, avait pris les précautions de dire nous annonçons que l'école va reprendre le 11, mais que nous donnons toutes les garanties, et bien à ce moment-là, il aurait fallu qu'on le présente. Mais en plus, derrière, mais qui va payer? Qui doit payer les masques? Qui va payer s'il faut qu'il y ait un dépistage massif ou au moins une prise de température? Qui va payer? On ne sait pas. C'est de l'amateurisme, on est dans le flou. Alors donc, moi, en ce qui me concerne, moi, Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne, je rappelle que j'ai une mandature de crise. J'ai l'expérience de la crise. Ma première crise, évidemment, c'est de trouver une crise budgétaire. Il fallait faire avec. Ensuite, vous avez eu la deuxième crise qui est arrivée, qui est la crise des sargasses. Évidemment, qui est devenue encore plus aiguë. Et aujourd'hui, nous avons la crise du Covid-19. C'est l'occasion pour moi de remercier les soldats justement de la République que nous sommes. Pas simplement le maire, mais c'est une équipe municipale. Les élus, bien évidemment, que je remercie pour leur engagement, et tous les policiers aussi qui m'accompagnent, mais aussi tout le personnel communal. Je tiens à rappeler que depuis le 17 mars, vous avez des services comme la logistique qui fonctionne tous les jours, la police municipale, des agents qui fonctionnent tous les jours, la régie scolaire pour la réfection, pour la confection de repas pour porter à domicile, qui travaille
tous les jours en roulement. Le Centre communal d'action sociale qui travaille tous les jours. Et bien évidemment, autour de ça, toutes les mains invisibles parce que le service financier, le service du courrier, en tout cas, tous les agents sans exception qui travaillent tous les jours et justement pour permettre aussi à nos petits artisans de toucher leur mandat. Et donc c'est ceux-là justement qui, on ne leur a pas demandé leur avis, je dirais, concernant les dispositions de confinement, mais qui travaillent tous les jours pour assurer la continuité du service public. Et donc, la crise, je connais. Donc, vous n'avez pas ce sentiment d'impuissance face à la crise? Et donc, non, pas du tout, parce que nous avons anticipé. Lorsqu'on est dans une période de crise, il faut anticiper. C'est ça. Le gouvernement a-t-il anticipé déjà? Mais pas du tout. Mais je vous dis non. Je dis que, par exemple, moi, cette année, en tant que maire, vous avez anticipé. J'ai anticipé, par exemple, justement, la problématique de la baignade, de l'arrêté de la baignade ou du couvre-feu. Ce n'est qu'après. Mais je rappelle que... C'est vous qui avez décidé pour le couvre-feu? Mais absolument. Et ce n'est qu'après. Pourquoi? Que le préfet... Mais tout simplement parce que nous avons une plage qui est très fréquentée. Et vous avez une multitude de visiteurs et aussi de locaux qui venaient. Et on dit pas de rassemblement de plus de 100 personnes, ou en tout cas, il y a des barrières de sécurité, des barrières de protection et la distanciation sociale. Ce n'était pas respecté. Le couvre-feu, c'est pareil aussi. Et ce n'est qu'après que le préfet a généralisé. Et aujourd'hui, on dit effectivement qu'il y a une rentrée le 11, il y a des maires déjà qui s'y opposent. Dans le cadre effectivement de l'ordonnance, le Conseil d'État prend des dispositions pour limiter le pouvoir des maires. Pourquoi? Parce que justement, étant au plus proche de la réalité, de notre réalité, et que nous devons adapter, donc là où c'est peut-être possible pour une ville qui a beaucoup de moyens, pour pouvoir le faire, le maire de la ville de Paris a présenté son plan. D'accord? Mais vous avez une ville de 4 000, 5 000 habitants ou moins. Voilà, c'est pas tout à fait la même situation. N'est-ce pas parce que l'État ne fait pas confiance aux maires pour gérer cette crise-là? Non, mais pas du tout, c'est bien le contraire. C'est tout à fait le contraire. C'est que justement, l'État ne se fait pas confiance à lui-même, enfin, le gouvernement, je dirais. Parce que nous sommes l'État. Hein. Je suis un officier d'État civil. Nous sommes l'État. Mais le gouvernement, donc c'est une affaire qui est politique, c'est que le gouvernement ne se fait pas confiance à lui-même. Et voyant que justement, que ces élus locaux anticipent même des décisions qu'ils n'ont pas vues, donc peut-être pour ne pas être ridicules, justement, ils cherchent à limiter. Mais ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas bon pour la démocratie, ça. Je dis et je répète que toutes les bonnes décisions doivent être prises dans une démarche collective. Le préfet a pourtant dit sur ce plateau même qu'il y a une bonne harmonie entre les élus et lui-même et que vous travaillez main dans la main. Donc ce soir, on aurait pu s'attendre à ce que vous puissiez dire oui, on fait ensemble, quoi, on avance ensemble. Nous avançons ensemble sur certains points. Bien évidemment, nous sommes l'État, je dis aussi. Donc nous n'avons pas de problème avec monsieur le préfet de région. Simplement ce que nous disons d'une manière générale, c'est qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises dans la concertation. Lesquelles? Non, par exemple, je prends l'exemple effectivement, les problématiques, l'arrêté de substitution qui a été prise. J'allais y arriver. Où on parle de citernes. Mais que ce soit le maire de Petit-Bourg, que ce soit le maire de Sainte-Anne, que ce soit le maire de Saint-François, mais nous avions déjà nos citernes. Nous, depuis 2016, nous avons 17 citernes dans nos écoles. Le préfet n'était pas au courant qu'il y avait déjà des citernes? Non. Et pourquoi il n'était pas au courant? Parce que tout simplement, il ne nous a pas concertés. Et justement, parce que moi, de toutes les façons, c'est vrai qu'au moment où on en a parlé, on prenait déjà les dispositions. La communauté d'agglomération avait déjà pris des dispositions depuis le début janvier par rapport justement à la pénurie d'eau, de mettre des citernes à la disposition, ce qui est fait. Parce qu'il y a quand même à l'époque, on n'était pas dans une période de crise, il fallait respecter les procédures de la commande publique. Et donc, les bouteilles d'eau, nous avions déjà commencé à distribuer des bouteilles d'eau. Et donc l'intervention, c'était une régulation, tout simplement.
Mais en réalité, le préfet ne s'est substitué en rien du tout. Parce que tout ce qui a été fait, nous le faisions déjà. Les distributions de bouteilles d'eau, les citernes, les points d'eau qui étaient ouverts. C'est vrai qu'il a fait appel à la Croix-Rouge. Et pourquoi il a fait appel à la Croix-Rouge, ce qui est très bien, une très bonne chose, parce que nous étions dans un couvre-feu diurne du week-end pascal. Et donc les gens se sont demandé, mais comment nous allons faire pour pouvoir aller acheter, récupérer de l'eau, d'autant plus que les supermarchés, tout était fermé. Et donc à ce moment-là, il y a eu cette réquisition de la Croix-Rouge. C'est une très bonne chose, mais qui, je rappelle en passant, là encore, je découvre que ce n'est pas l'État qui a payé les bouteilles d'eau, qui vont payer les bouteilles d'eau. Ce n'est pas l'État qui paiera la Croix-Rouge. C'est à notre charge. Et cela sans concertation. Et en disant, dans un considérant que nos points d'eau sont inaccessibles selon certaines plaintes qui sont portées au préfet, ce qui est totalement faux. Et je lui ai dit, monsieur le préfet, je m'inscris totalement faux. Un point inaccessible pour vous, c'est quoi? C'est un point qu'on ne peut pas rentrer, qu'on ne peut pas accéder. Alors après, on veut me faire comprendre que non, mais inaccessible, cela veut dire que oui, c'est le balisage, il faut bien montrer le balisage eau potable, eau non potable, la direction. Bon, on joue sous les mots. Pour moi, inaccessible, c'est lorsque vous ne pouvez pas rentrer, vous n'avez pas accès dans une enceinte, ce qui est totalement faux. Et donc, par conséquent, je crois qu'il faut rétablir certaines vérités. Donc, j'ai dit à monsieur le préfet très clairement que je crois qu'il peut y avoir effectivement certains dysfonctionnements. Il peut y avoir des administrés qui vous appellent, certes, mais la moindre des choses, c'est de vérifier ces informations. Et vous ne l'inscrivez pas comme ça sur un arrêté de réquisition avec un considérant sur lequel je m'inscris totalement en faux. Alors je prends un exemple, pas au niveau de la commune de Sainte-Anne, mais j'ai moi-même eu des SMS, des messages de personnes qui me disaient, notamment sur la commune de Saint-François, ça fait plus de 20 jours que nous n'avons pas d'eau. Alors est-ce que ces personnes ont inventé cela? Est-ce que ces personnes ont exagéré? Que penser? Et il y a une de ces personnes qui me disait, j'ai ras-le-bol, je ne sais plus quoi faire, mais ça fait plus de 20 jours. Alors, que je n'ai pas d'eau. Je disais que j'ai cette expérience de la crise, ce qui me forge. J'ai parlé de différentes crises. J'ai parlé de crise budgétaire, j'ai parlé de crise sanitaire avec les Sargasses, et sanitaire évidemment avec le Covid-19, et j'ai la crise de l'eau. Voilà, une quatrième. Donc je suis vraiment au fait de toutes les crises, véritablement. Bien évidemment, je dis que c'est dans l'intelligence collective. C'est vrai. Et c'est même pas la peine qu'on aille à Saint-François. À Sainte-Anne, nous avons des secteurs en tension et où vous avez des usagers qui n'ont pas d'eau parfois pendant 4, 5, 6 jours, 10 jours ou 2 semaines d'affilée. Des secteurs en tension. Et je tiens à préciser que je partage parfaitement cette situation, ce ressentiment de ces usagers pour cette situation qui n'est pas soutenable. Je suis tout à fait d'accord. Je suis effectivement membre du conseil syndical du SIAG. Certes, nous avons effectivement premier vice-président de la Riviera du Levant, donc la compétence. Et aujourd'hui, tout le travail, c'est de faire en sorte pour que l'eau puisse couler dans le robinet. C'est ça la réalité des choses. Alors, je peux donner des explications. Il y a effectivement des explications au-delà des dispositions palliatives que nous avons prises, parce que je ne veux pas non plus laisser croire qu'il y a une crise de l'eau, une crise de la distribution de l'eau, pénurie d'eau, et qu'on n'a rien fait. Et donc, j'ai bien mentionné tous les dispositifs, et avec la communauté d'agglomération, et avec la ville, que nous avons mis en place, distribution de bouteilles d'eau, les citernes que nous avions déjà, les citernes de la Carle, les fontaines, et d'ailleurs ce n'est pas encore terminé, qu'on doit mettre en place. Mais maintenant, pour que l'eau puisse couler dans le robinet, il y a des dispositions à prendre, et ces dispositions, département, région, il faut faire vite, département, région, on l'avait déjà pris, il y a quand même 1,3 million que nous avons pris à l'époque pour pouvoir aider le SIAG, que le préfet a querellé juridiquement en faisant en sorte, en remettant en cause ces délibérations, parce que ce qui est vrai, c'était pour pouvoir accompagner et payer à la place du SIAG. Il y a 3 millions d'euros aussi que nous avons prévus et que nous avons demandé effectivement de bousculer les procédures, d'avoir une dérogation
notamment pour pouvoir faire l'achat de la pompe à Espérance Mornalo qui alimente en eau brute l'usine de Déhauteur. Donc ce sont toutes ces choses. Et c'est ce point-là, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler dessus. Le préfet, c'est vrai qu'il a toute l'attitude de prendre une réquisition totale pour pouvoir faire en sorte de prendre ces dispositions, mais nous l'avions déjà proposé. Et donc, je pense que nous pouvons le faire avec l'accompagnement, bien évidemment, de l'État et qui peut garantir à certains points pour réquisitionner, notamment réquisitionner les entreprises pour pouvoir travailler, parce qu'il a une réquisition qui est d'ordre pénal. Il peut réquisitionner aussi le personnel des différents opérateurs là où il faut, où c'est nécessaire. Mais et ce que nous disons, mais il faut que nous ayons effectivement le pilotage politique de cette affaire. Maintenant, après, je crois que nous sommes capables. Il y a des techniciens qui sont capables, et je le dis très haut et très fort. Je m'inscris totalement faux à certaines personnes. Je sais, en Guadeloupe, il y en a beaucoup qui m'entendent aujourd'hui. Vous dites que les élus sont des incapables, sont des malpropres. Moi, je ne suis pas un malpropre et je ne suis pas un incapable. J'ai des pouvoirs, j'ai des compétences qui sont dans mes limites. Et d'ailleurs, nous allons même au-delà de ces compétences. Par exemple, les sargasses, comme je le dis, c'est la compétence de l'État. Ça arrive par les eaux nationales, internationales, sur le domaine public de l'État. Je le dis, mais ça n'empêche pas que depuis tantôt, que c'est plus de 1 million d'euros que j'ai déjà mis la poche de la ville pour nettoyer nos plages. Et nous continuons, pas plus tard que ce matin encore, nous avons un arrivage massif. Les entreprises étaient là pour travailler et nous avons commencé depuis le mois de janvier. Alors que nous estimons que ce n'est pas notre compétence. Donc nous allons parfois au-delà même de nos compétences. Donc je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, qu'on travaille de façon intelligente. On n'est pas là pour être l'un contre l'autre, mais être ensemble et faire preuve d'intelligence, bien évidemment, même entre nous élus guadeloupéens. Merci Christian Baptiste. Donc nous avons des appels, mais souffrez que l'invité puisse terminer son propos avant que nous puissions récupérer les appels. Donc vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir poser des questions aux élus qui se trouvent sur ce plateau. Donc Christian Baptiste, alors on va dire quand même que à Sainte-Anne, la population suit plus ou moins le confinement, le couvre-feu. On va dire que ça fonctionne bien à Sainte-Anne. Je suis inquiet. Vous êtes inquiet? Ah oui. Je suis inquiet, pas simplement à Sainte-Anne, mais sur toute la Guadeloupe. Je tiens à signaler... Juste avant, permettez que nous puissions prendre un appel et nous reviendrons parce que dire « je suis inquiet », ça interpelle un petit peu tout un chacun. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y. Oui, habitante de Valette, j'aurais voulu savoir, demander au maire pourquoi l'eau, on prend l'eau tous les 3 jours, il y a 2 jours qu'on ne peut pas utiliser l'eau, tellement l'eau a une odeur pas possible. Et on demande à économiser l'eau. On ne peut pas économiser l'eau, on laisse l'eau couler, ça ne finit pas, ça sent mauvais, même pas la vaisselle, rien, même pas devant la porte, on ne peut pas laver avec l'eau, tellement ça sent mauvais. On voulait savoir pourquoi l'eau sent si mauvais. Donc, 3 jours, il y a 2 jours que le reste ça du mauvais. Alors, on aurait voulu que ça s'arrange un petit peu parce qu'on gaspille plus de l'eau que ce qu'on utilise pour le ménage. Merci, madame. Alors, merci pour votre question. Cette question, j'aurais voulu poser au maire, si on peut, habitant de Valette. Tout à fait. D'accord. Merci, madame. Merci, madame, habitante de Valette. Je vais répondre de façon très précise. À Valette, il y a une fuite. Il y a une double fuite d'eau et aussi de l'assainissement à l'angle de la rue Abbé Grégoire et Dandin, c'est-à-dire l'angle où se trouve, on va dire, la DDE pour aller vers le monde du Bélé. Je pense que madame qui habite à Valette voit très bien. Et ça fait très longtemps que ça croupit. Cette eau, elle croupit. Nous avons déjà alerté, j'ai déjà alerté toutes les autorités à cet effet, bien évidemment, que ce soit le SIAG pour l'eau et l'assainissement. Moi, j'ai le sentiment, et j'ai encore informé le directeur du SIAG, j'ai le sentiment que la fuite, alors, on me dit qu'il y a effectivement, on constate qu'il y a une fuite
parce qu'il y a une fuite d'eau potable, mais que cette fuite d'eau potable est aussi liée à un affaissement, ou en tout cas à une fuite concernant l'assainissement, à un défaut, et que pour pouvoir intervenir sur l'eau potable, il faut d'abord qu'on règle le problème du réseau d'assainissement. Et j'ai presque l'impression que ce problème du réseau d'assainissement qui est défaillant pénètre vraisemblablement, j'imagine, je ne suis pas technicien, mais j'imagine, j'essaie de comprendre, et justement l'eau potable, et qui fait qu'à Valette, parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, lorsqu'on fait une lessive, et qu'on fait la lessive, et que justement il y a une odeur qui se dégage. Donc je profite encore de l'occasion, parce qu'on peut comprendre que le maire ne fait rien, le maire ne dit rien. Le maire de Sainte-Anne a déjà signalé. Et c'est justement toutes ces problématiques de fuite, nous demandons effectivement au niveau des EPCI, et notamment au niveau de la CARL, nous avons mis effectivement, ce n'est pas une question d'argent, pour accompagner le SIAG, et c'est cette démarche-là qu'on avait fait au niveau du préfet pour nous permettre d'accompagner le SIAG. Donc là encore, pour que justement, que ce problème soit réglé le plus rapidement possible. Mais moi je vais vous dire quelque chose. Moi je vais prendre mes responsabilités de toutes les façons. Moi je vous dis, déjà, après le confinement, je prendrai une délibération parce que je pense que le problème de l'assainissement et de l'eau, ça va pas se régler du jour au lendemain. Je prendrai une délibération si effectivement, parce qu'on a transféré une compétence, mais lorsque vous transférez la compétence de l'eau et de l'assainissement, ça veut dire que, d'accord, mais si l'opérateur ne remplit pas dans les bonnes conditions, en tout cas pour les usagers, le maire, effectivement, avec cette délibération, peut s'organiser. Et je prendrai cette délibération, d'ailleurs, c'est pourquoi le préfet ne s'est pas substitué au maire de Royaume, parce qu'il a pris cette délibération. Je la prendrai. Et concernant Valette, pour répondre à la dame, je ferai une entreprise, j'ai déjà demandé à des entreprises de me faire un devis et de faire un diagnostic, et s'il faut que le maire que je suis intervienne directement, parce qu'il y va effectivement c'est un problème aussi qui peut être sanitaire, donc je prendrai toutes mes responsabilités, et à l'avenir d'ailleurs, ne serait-ce que pour les points d'eau, j'ai pris un arrêté. J'ai pris un arrêté municipal pour que quiconque ne vienne pas dire demain qu'on viendrait se substituer au maire de Sainte-Anne. Merci. Donc je prendrai, donc nous allons prendre tout ce que nous allons faire, notamment en la matière, nous allons le cristalliser, le matérialiser par des arrêtés ou par des délibérations pour que nous ayons la latitude nécessaire de pouvoir intervenir. Après, il y aura le problème des moyens. Mais ça aussi, ça nous permettra aussi peut-être d'aller chercher aussi les moyens que nous n'avons pas suffisamment. Merci. Et pour Valette, je dis à la dame que si l'opérateur n'intervient pas, eh bien la ville va intervenir pour pouvoir régler ce problème-là. Et nous attendons, il faut voir aussi quel est le coût, mais nous attendons au plus vite, mais nous ne pouvons pas laisser une souffrance telle. Merci Christian Baptiste, je reviens avec vous et avec les appels d'ici quelques instants. Nous marquons une courte pause. Nous revenons avec notre invité Christian Baptiste, et juste avant de récupérer un autre appel, vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes inquiet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'on parlait de confinement et de couvre-feu? Je profite assez solennellement pour dire à la population de la Guadeloupe que j'ai le sentiment que nous sommes déjà déconfinés. Je pense que nous avons tous vu les images, les vidéos, que ce soit sur la route de Jean Solin, que ce soit dans les supermarchés, où il y a énormément de voitures. La semaine dernière, mon chef de police municipale a adressé un mail au préfet pour dire qu'il y a un vrai relâchement et qu'il ne savait pas si c'était uniquement dans notre commune à Sainte-Anne et si ce relâchement était dans d'autres communes, mais en fait on a constaté. Je tiens à dire que si ce relâchement que nous connaissons aujourd'hui continue,
non seulement on aura un regain, un retour fulgurant du Covid, c'est-à-dire de la pandémie, et elle sera d'autant plus brutale. Je le dis solennellement, parce que j'ai l'impression que, parce que depuis quelques jours, il n'y a pas de cas nouveaux, on a l'impression que voilà, que tout reprend normalement. Et il suffit de voir effectivement les embouteillages au niveau de certaines communes. Et vous avez et mon chef de la police municipale relatait le fait que vous avez parfois 4 personnes dans une voiture, avec des attestations parfois un peu farfelues. Donc je crois que nous sommes dans une pandémie. Ce n'est pas simplement une petite épidémie, c'est une pandémie. Et donc je crois que là, il y a un relâchement. Et c'est pourquoi je dis que j'étais inquiet. Parce que si ce relâchement continue comme cela encore quelques jours ou une semaine, évidemment, si ce n'est plus, eh bien forcément, nous allons retomber et là, ce sera encore plus brutal. Est-ce qu'il faut arriver à un confinement total ? Eh bien, le préfet disait, entre autres, on en a parlé à la CTAP ce matin, total, mais c'est vrai que nous avons, vous savez, le mois de mai est émaillé de jours fériés. Je sais que le 1er mai tombe autour d'un week-end, donc qui peut être long. Donc c'est cela. Donc je crois que là aussi, lorsque vous avez effectivement ces jours fériés, donc je crois que il y a régulièrement donc cette CTAP. Et je crois qu'il y aura à discuter assez rapidement. Et en tout cas, c'est ce que il a été demandé à monsieur le préfet, en tout cas à ce niveau-là, de prendre, en tout cas de trouver des mesures pour pouvoir éviter, ou en tout cas remédier à ce relâchement, de toutes les façons. Ouais. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Je suis là. Oui. Je suis là. Oui. Bonsoir, Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Baptiste. Bonsoir, monsieur. Je me permettais de vous appeler parce que, par rapport au problème de l'eau, il faut quand même voir que vous êtes au courant que ça fait quand même depuis des années que ça dure. Ce n'est pas une crise qui date d'aujourd'hui. On ne découvre pas le problème de l'eau aujourd'hui. Vous ne découvrez pas le problème de l'eau aujourd'hui en Guadeloupe. Et on a l'impression que, en fait, vous n'avez pas de pouvoir. Vous dites beaucoup de choses, vous parlez, je prendrai des décisions, je ferai ceci, je ferai cela. Vos prédécesseurs l'ont dit, vous le dites, mais en fait dans les faits et au quotidien, on ne voit rien. Et c'est là que ensuite vous vous étonnez que vous vous faites dépasser par le préfet. On a l'impression que vous n'avez pas de pouvoir, on a l'impression que vous n'avez pas d'autorité, que vous n'avez pas de moyens. Ensuite, vous allez peut-être nous dire que on va demander à la France d'intervenir financièrement, qu'il va falloir qu'on nous aide, qu'il va falloir ceci, qu'il va falloir cela. Nous sommes dans une crise du Covid. Vous venez de répéter à l'instant qu'il va falloir prendre des mesures, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela. Mais quand les gens n'ont pas d'eau pour faire déjà même le minimum de ce qu'on leur recommande pour les mesures barrières, c'est-à-dire se laver les mains. Comment vous pouvez dire aux gens, on va faire ceci, quand le confinement sera terminé, déjà là, vous mettez déjà une date, c'est-à-dire que quand le déconfinement sera lancé, vous lancerez une procédure qui va durer combien de temps, combien de semaines, combien de mois, combien d'années. Parce que, est-ce que vous comprenez à un moment donné que la parole publique, que ce soit celle de l'État, et comme vous dites que vous êtes aussi l'État, que la parole publique, eh bien, on n'y croit plus. On vous regarde de plus en plus, il y a une défiance qui se fait aujourd'hui, que ce soit en métropole ou que ce soit ici, il y a une défiance parce que tout simplement les gens sont à bout. Les gens sont à bout et il faut comprendre aussi la situation. Vous, pas vous en tant qu'État, mais les maires, le préfet, l'État, le gouvernement, vous faites peser sur nous des quantités de nous imposer des choses. Vous nous demandez des choses,
Vous demandez aux gens de payer des abonnements, vous demandez ceci, vous faites passer des lois en pagaille, vous faites passer des réformes en pagaille. On a l'impression que vous faites passer des lois et des ordonnances parce qu'il faut les passer, mais déjà vous-même, vous n'avez pas les moyens de faire déjà votre propre travail. Comment vous pouvez ensuite nous demander à nous de pouvoir nous conformer aux règles et aux lois que vous éditez? Merci, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur. Mais il fallait le dire. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Alors, sur le fait, et je partage parfaitement le point, qu'il est inadmissible, il n'est pas soutenable qu'il n'y ait pas de l'eau qui coule dans le robinet. Alors, vous avez parlé d'État. Alors, quand je dis nous sommes l'État, je m'entends très bien. Évidemment, ce n'est pas le maire que je suis et qui ait défini ces ordonnances. Et vous l'avez très bien dit, que le gouvernement, évidemment, qui représente l'État à son niveau, moi je représente l'État à un certain niveau, en tout cas, le gouvernement qui représente l'État et qui est habilité à prendre des ordonnances, effectivement, prend des ordonnances et derrière, n'a pas forcément les moyens et souvent, parfois se défausse et se défausse justement sur nous. Mais enfin, le sujet, il est qu'il faut que l'eau coule dans le robinet. Je tiens à signaler, et je profite de votre question, je n'ai jamais dit que je découvrais le problème de l'eau et de la crise de l'eau. C'est vrai que je suis maire depuis 2014 et je suis très bien placé en tant que nouveau maire pour vous dire qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un manque de rigueur avant. Je n'ai jamais été responsable de l'eau avant mon arrivée à la tête de la municipalité. Et donc, le problème, il existait déjà de toutes les façons. Et donc, je suis très bien placé pour à la limite dire que je ne suis pas responsable. Mais aujourd'hui, je ne suis pas responsable de la situation que nous avons trouvée, mais aujourd'hui, il y a des élus qui sont en charge, comme moi, et c'est là où le bas blesse. C'est que ce n'est pas une question d'argent, effectivement, le préfet le dit, dans la mesure où, mais c'est une question d'organisation et de gestion. Il y a de l'eau, et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a un problème où tous les élus n'arrivent pas encore à se mettre d'accord. Moi, j'ai une position. Mais je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Je suis un jeune maire, petit maire, si vous voulez, qui arrive. Et le plus souvent, il arrive que c'est moi qui gueule un peu le plus pour dire qu'effectivement, il faut cette structure unique de l'eau. Et lorsqu'on parle effectivement d'argent, il faudrait bien que si on veut être accompagné par l'État ou un organisme financier, eh bien que ça soit effectivement un organisme unique qui est. Donc, pour répondre à votre question, vous voulez de l'eau de votre robinet, et bien évidemment, si les élus, effectivement, n'arrivent pas à se mettre d'accord devant le préfet, et c'est peut-être ce qu'ils voient, et ils jouent sur la division des élus, eh bien, le préfet, effectivement, il a toute la latitude de pouvoir prendre sa réquisition générale, et à ce moment-là, on va tirer les conséquences qui s'imposent. Et donc, moi, je ne suis pas là pour tirer, et en tout cas stigmatiser tel ou tel élu. Je dis simplement, nous devons nous mettre d'accord sur une démarche pour que l'eau coule dans le robinet. Et donc, il y a des décisions que moi, j'ai annoncées tout à l'heure, et je répète très bien, monsieur, je n'ai jamais dit que je découvrais le problème de l'eau. Mais pas du tout. Je dis que j'arrive, une compétence qui n'est pas du tout la mienne, qui est celle de la communauté d'agglomération, qu'on a transféré à un syndicat qui présente énormément de difficultés, que nous voulons effectivement que de toute façon, qui à un moment donné sera pour moi amené à disparaître, mais dans le cadre d'une structure unique, tout en sauvegardant les emplois qui y sont. Bon, tout le monde peut-être ne pense pas pareil, certes, mais je dis qu'à un moment donné, oui, lorsque vous voyez qu'il y a ça ne fonctionne pas à un certain moment donné, on prend ses responsabilités. Bon, nous repartons. Évidemment, je les prendrai les moments venus, mais aujourd'hui, en tant que maire, je n'ai pas de compétences pour l'eau, mais ça n'empêche pas que notre ville est représentée, ça n'empêche pas que je suis dans des organismes, et c'est la solution que nous voulons pour que l'eau coule dans le robinet. C'est voilà. ce que nous voulons. Autre appel, bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Un petit point avec ce téléspectateur. Ben, nous y reviendrons tout à l'heure. Christian Baptiste, est-ce qu'on peut dire que vous pensez... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur le maire. Donc, bonsoir. je termine sur votre antenne parce que
Je vous appelle depuis l'Hexagone. Ma première question va vers les familles de la Guadeloupe aujourd'hui pour leur dire que je vais assister à une réunion concernant la reprise scolaire dans l'Hexagone. Je dirais à l'ensemble des familles guadeloupéennes aujourd'hui de ne pas prendre la responsabilité d'aller exposer leurs enfants devant une situation qui est extrêmement grave, qu'on ne contrôle pas, qu'on sait qu'on ne contrôle pas, qu'on n'a pas la possibilité de faire face, et ce sera beaucoup plus grave si on prend cette initiative. Donc, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut, mais d'après les informations qu'on a là actuellement, même dans cette réunion, beaucoup de familles dans l'Hexagone n'enverront pas leurs enfants à l'école. D'autre part, je voudrais vous interroger, monsieur le maire, concernant le problème de l'eau en Guadeloupe. Parce que ce problème, à mon avis, il est plus qu'un problème guadeloupéen aujourd'hui, parce que quand on regarde, aujourd'hui, on parle de cette situation que vivent les Guadeloupéens dans leur pays. Moi, j'étais en Guadeloupe récemment, et je me pose la question comment les familles y font. Comment? Parce que j'ai subi des coupures d'eau à plusieurs reprises pendant que j'étais là-bas. Donc les gens qui y vivent, aujourd'hui, nous sommes face à une situation, c'est-à-dire une virus qui touche le monde entier. On demande aux gens de se laver les mains. Comment les gens peuvent-ils se laver les mains s'ils n'ont pas de l'eau à disposition? Ça, c'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas responsable de cette situation. Mais ce qui se passe en Guadeloupe aujourd'hui, je pense qu'il vient de la responsabilité de l'État français, qui n'a jamais su investir correctement et mettre en place les investissements qu'il faut pour que ce problème soit résorbé une fois pour toutes. Parce que ça fait plus de 40 ans qu'on parle de ce problème d'eau potable en Guadeloupe. Quand on parle des départements touristiques, des touristes chez nous, ils rouvrent le robinet de l'eau, il n'y a pas d'eau. Les familles ouvrent un robinet d'eau, on a l'impression qu'on vit dans un état, je dirais, sous-développé. Dans un département sous-développé, alors que nous sommes français. Nulle part en France, ça existe, ce genre de situation. Ce n'est pas la Guadeloupe dispose, d'après ce que je sais, on a fait un forage sur le Moule. La Guadeloupe dispose d'un gisement d'eau du côté du Moule qui est très important, qui fait, à vrai dire, desservir quasiment toute la partie nord de la Guadeloupe. La Basse-Terre dispose des réserves d'eau potable en quantité. Le seul et unique problème qui se pose en Guadeloupe, c'est l'investissement qui consiste à mettre en place une vraie infrastructure, comme ce qu'on fait par exemple dans toutes les régions de France. Si vous allez dans le Midi, vous verrez que le canal du Midi prend sa source dans le bec du Midi, et il y a des infrastructures qui permettent de ne jamais manquer d'eau potable dans cette partie de la Guadeloupe, de la France. Vous verrez que la même chose a été mise en place dans tous les départements en France pour que ces genres de situations n'existent pas. Monsieur, s'il vous plaît. La Guadeloupe n'a plus que d'eau potable. Le seul et unique problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'incapacité, l'État français est dans l'incapacité d'assumer sa responsabilité auprès de la population. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous. Il nous reste très peu de temps. Nous pourrons récupérer peut-être un ou deux appels, mais il faudrait vraiment que vous puissiez poser vos questions, aller à l'essentiel. Comme ça, un maximum de questions peuvent être prises. Christian Baptiste, peut-on dire que vous pensez déjà déconfinement? Quelle garantie que nous avons? Quelle garantie scientifique? Quelle garantie sanitaire? Toute la question, elle est là. Vous avez des pays qui sont plus ou moins déjà en déconfinement, où vous avez, comme la Corée du Sud par exemple, où vous avez un dépistage total. Moi, ma position, et je pense que d'autres l'ont dit avant moi, nous devons mettre en place un dépistage global, massif. Et comme disait effectivement Madame la députée Hélène Vainqueur, ne serait-ce que un dépistage avec le thermomètre frontal
pour pouvoir, voilà. Donc, toute la question est là. Moi, en tant que maire, d'accord, on va acheter des masques, on va acheter des gants, tout ce que vous voulez, mais derrière, il faut que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités et ne pas toujours... C'est vrai qu'on sait que la crise sanitaire crée une crise économique. Moins de 6% déjà, nous sommes en décroissance, c'est vrai. Mais derrière, effectivement, il faut qu'il y ait les garanties nécessaires pour cela. Nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, ok. Allez-y, monsieur. Votre question. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Baptiste. Bonsoir, monsieur. Oui, mais monsieur Baptiste, je ne vais pas revenir sur les problèmes qui concernent les responsabilités régaliennes du chef de l'État, qu'on pourrait bien sûr ne pas être d'accord. Mais quand je vous entends vous dire que vous n'avez pas la possibilité d'intervenir comme vous n'êtes pas informé, pour moi c'est un déni politique, parce que, je veux m'expliquer, vous êtes membre du PPDG. Moi, même j'ai fait partie du PPDG, j'étais même membre fondateur du PPDG à sa création avec l'ingénieur de Bangou, dont le but, qui avait toujours été l'émanation du Parti communiste guadeloupéen qui réclamait l'autonomie de la Guadeloupe, l'autonomie démocratique de la Guadeloupe. Et après, ils ont rajouté dans le cadre de la République française, c'est-à-dire avoir plus de pouvoir. Donc maintenant, malheureusement, cela n'a pas abouti. Mais quand j'entends un élu se plaindre sur ce manque de pouvoir, je me demande, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables de ce manque de pouvoir, de dire que c'est l'État, nous ne pouvons pas, parce que l'État nous empêche de faire. Bien sûr, nous ne serons pas indépendants, l'État va toujours garder la mainmise de toutes les responsabilités régaliennes, la monnaie, la défense et tout ce qui concerne. Mais en ce qui concerne, vous dites que vous êtes un élu local, je veux bien. Vous avez des députés, vous avez des sénateurs. Vous dites que vous êtes un jeune élu, je veux bien. Mais vous avez été, si je ne me trompe pas, à un certain moment, directeur de cabinet de maire de Sainte-Anne. Alors ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, vous venez juste d'arriver. Ce que je demande à mon peuple guadeloupéen, je ne vais pas revenir sur les polémiques, nous déplorons tout ce problématique qui existe en Guadeloupe. Quelle est la responsable? La responsabilité de qui? À nous mettez nous ensemble pour stabilité. À présent, à nous arrêter ce constat. À nous dire, à nous mettez nous ensemble pour que ça prenne responsabilité à nous, ne pas parler de l'indépendance, mais pour les autres politiques, donc tout va payer à nous, pour nous être fiers des autres. Arrêtons de dire tout c'est la faute de l'État, mais nous-mêmes à nous, quelle est notre responsabilité? Je dépasse même toutes les politiques dans le même sac qu'il y a ceux qui essaient de faire. Eh bien, vous deviez faire aussi l'éducation de ce peuple. Nous devons dire à ce peuple que ce peuple aussi, il a aussi une responsabilité, parce qu'il ne faudrait pas toujours jeter tout sur les élus, parce que nous avons les élus que nous méritons. Si nous mettons des tocards, c'est tout à fait normal que demain nous allons nous plaindre de ces tocards. Mais si nous mettons des élus responsables, donc vous, M. Baptiste, je pense que vous avez ces compétences. Mais aussi, il faut parler haut et fort et parler vraiment, pas rester tout dans la posture politique, politicienne, mais faisons la Guadeloupe, passons la Guadeloupe et travaillons pour la Guadeloupe. Merci, monsieur Christian Baptiste. Mais tout à fait. Monsieur pose une question éminemment politique. Alors, je vais répondre politiquement. Nous, au niveau du PPDG, et en ce qui me concerne, nous voulons une domiciliation du pouvoir en Guadeloupe. Ça veut dire plus de pouvoir local. Il y a tout un débat là-dessus. Nous avons présenté d'ailleurs cette position lors du dernier congrès. Et je crois que le dernier congrès, il y a un consensus qui se dégage pour que nous puissions aller vers cette dimension de domiciliation de l'État. Mais par contre, donc on est tout à fait d'accord, j'ai très bien compris, c'est que nous puissions prendre nos responsabilités. Et comme il a dit, pas simplement les élus, mais aussi le peuple guadeloupéen. Donc c'est tout le monde ensemble, on est d'accord et comme ça, voilà. Mais quand même, je voudrais quand même juste préciser que, pardon, je n'ai pas dit que je n'étais pas au courant. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et que j'ai dit, ou que j'ai dit simplement, c'est que au moment où il y a eu effectivement peut-être un relâchement, et pour répondre aussi à la question
du monsieur précédemment, je ne vais pas stigmatiser et revenir sur le passé comme ce monsieur vient de dire. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est faire en sorte que nous puissions, notamment pour l'eau et autre chose, prendre nos responsabilités là-dessus. Moi, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Et donc, par conséquent, je crois que politiquement, la position de ce monsieur, il a donné un peu son CV politique. Je partage parfaitement le fait l'eau, mais l'eau nous appartient. Les multinationales qui sont venues n'avaient pas un bâtiment ici, ils louaient. Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, ils sont partis, on les a indemnisés. Et ils ont aussi leur responsabilité, effectivement, là-dessus. L'État aussi a sa responsabilité, comme l'a dit le monsieur précédemment. Tout le monde, en fait, a sa responsabilité. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous faisons pour l'avenir? Qu'est-ce que nous faisons pour que l'eau coule dans le robinet régulièrement des Guadeloupéens, et notamment des Saint-Anais, des Saint-Franciscains, en tout cas là où il y a l'attention. C'est ce que moi je veux et nous voulons. Et donc, je ne fais aucun barrage à cela. Et donc, si des dispositions particulières doivent être prises, elles seront prises. Rappelez-vous, le président de la République avait dit lors d'un passage ici en Guadeloupe qu'il se donnait 2 ans pour que l'eau coule dans les robinets des Guadeloupéens. Ça fait déjà 1 an. Donc, on y est presque. On y est presque, effectivement. Et je dis qu'il faut qu'on puisse se mettre d'accord. Je tiens à préciser que nous sommes dans une double crise qui fait que la problématique de l'eau qui n'existe pas aujourd'hui, je le répète, je ne dis pas que je découvre le problème de l'eau aujourd'hui. Il existait avant que je sois maire, donc je ne le découvre pas du tout. Mais je dis que ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est d'avoir une organisation et une structure unique. Maintenant, nous sommes dans une crise. Le préfet, évidemment, au-delà de ses pouvoirs normatifs qu'il a, de réquisition qu'il a, dans le cadre, en plus de ça, du confinement, il a aussi une responsabilité. Bon, il le sait très bien. Donc, il faut déjà, dans l'urgence, faire en sorte que dans ce confinement, qu'il y ait des dispositions qui soient prises. Mais au-delà de ça, l'avenir pour nous, je dis et je le répète, c'est d'avoir, et nous sommes tous d'accord là-dessus, même encore ce matin en CTAP, en conférence territoriale de l'action publique, il y avait le préfet, le président de région, la présidente du département, tous les présidents de PCI, moi je représentais le président Dupont, nous sommes d'accord avec des parlementaires qui étaient là, bien évidemment, pour qu'il y ait cette structure unique. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Alors, est-ce qu'on peut dire que ce Covid-19 a été une aubaine pour nous, puisque apparemment les choses s'activent? C'est une aubaine, mais c'est une aubaine aussi qui peut être catastrophique pour les élus locaux, et notamment en matière de pouvoir et de la gestion et de la distribution de l'eau. Parce que si effectivement, aujourd'hui, nous devons nous mettre d'accord, ce matin, l'actualité c'est quoi? Tous les EPCI se sont mis d'accord pour qu'il y ait un plan de continuation de la distribution de l'eau, et il y a une proposition de base qui a été faite avec l'ensemble, sauf aux excellences. Maintenant, il appartient effectivement que ces propositions soient aussi amendées, revues ou contre-proposées par effectivement aux excellences. Moi, je crois que les techniciens font le travail, mais en tout cas, les politiques sont d'accord pour qu'il y ait un plan de continuité de la distribution de l'eau et en urgence. Maintenant, il reste quand même à proposer, à faire une proposition au préfet. Et si cette proposition, elle est faite et elle tient la route au-delà de la volonté politique, bon, ben, de toute façon, comme je vous dis, le préfet prendra la décision que lui, il estime, mais nous disons que nous pouvons avoir un plan de continuité de l'eau sans qu'il y ait une réquisition générale du préfet, avec des réquisitions partielles sûrement d'agents qui doivent être mises à disposition, en tout cas si nécessaire, réquisition aussi des entreprises qui doivent intervenir, et avec un pilotage politique
des élus guadeloupéens là-dessus. Nous sommes tous d'accord maintenant, il faut que... Donc ça va se jouer effectivement demain, il y a une rencontre qui doit se faire demain après-midi avec monsieur le préfet. Bien évidemment, chacun prendra ses responsabilités. Nous assumons la position que nous partageons, notamment au niveau de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Mais je répète, ce que nous voulons, c'est que l'eau coule régulièrement dans le robinet des Guadeloupéens et plus particulièrement de ceux qui sont sur la région de l'Est Grande Terre. Merci Christian Baptiste d'être venu sur ce plateau. Nous nous retrouvons demain avec un autre élu, un autre maire, où nous pourrons aborder aussi ces questions politiques face au Covid-19. Donc ne ratez pas ce rendez-vous à 19h30 demain. Excellente soirée à tous.